Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis désolé pour ces 2 petites minutes de retard. Quelques petits soucis techniques, comme d'habitude, nous avons été un peu trahis par la technologie, donc voilà. Mais nous sommes bien là, je vous remercie, c'est très agréable puisqu'il est 11h02 et nous avons déjà plus d'une cinquantaine de personnes connectées. Nous serons nombreux aujourd'hui, aussi parce que, je pense que la thématique est vraiment d'actualité, ça vous préoccupe tous et ce qui est normal, nous aussi. Sabine aussi qui se présentera, derrière. Ce que je vous propose, c'est, rapidement, de vous présenter, même si c'est pas l'enjeu du jour, ça ne mange pas de pain comme on dit, de vous représenter, Otari, qui nous sommes et pourquoi effectivement, nous avons souhaité organiser, ce webinaire aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Alors j'ouvre juste tac, les interactions, les questions, le chat. Bonjour à tous. Effectivement, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Alors rapidement, je vous propose de vous présenter Otari. Allez, je vais être quand même un garçon poli, je vais vite, mais quand même, excuse-moi Sabine, je vais quand même te laisser te présenter aussi. Rapidement, je suis Sébastien Auro, je suis un des 3 cofondateurs de Otari. J'ai en charge notamment la partie conception technique et idéation produit, en fait, chez Otari, Product Management. Je gère aussi la partie programme de formation chez Otari qui s'appelle l'Académie du Neuf. Donc voilà, qui est destinée aujourd'hui à proposer des formations certifiantes pour nos conseillers. Donc, alors, quand je dis nos conseillers, c'est des conseillers abonnés qui sont abonnés aux solutions Otari. Parmi ce programme de formation, nous avons 3-4 grands intervenants qui interviennent. Parmi ces intervenants, il y a Sabine. Sabine, je te laisse te présenter. Ok, merci Sébastien. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux. Donc, je suis Sabine Danaoui. Je dirige la société qui s'appelle Accessible, qui a la particularité d'être un cabinet en gestion de patrimoine sur Bordeaux, et également un organisme de formation qui s'appelle Accessible Formation, basé dans les mêmes locaux, donc sur Bordeaux, sur lequel nous intervenons sur toute la France, en présentiel, en visio comme aujourd'hui, en digital, sur toutes les formations réglementaires, obligatoires, carte T pour la transaction immobilière, la DDA pour tout ce qui est assurantiel, l'IOBSP pour la partie crédit immobilier et toutes les parties CIF pour ceux qui sont en investissement financier. Voilà, tous les sujets vastes de formation sur lesquels nous intervenons et pour lesquels les heures réglementaires sont obligatoires et à faire chaque année. Donc aujourd'hui, merci à Sébastien de m'avoir proposé d'animer ce webinaire sur lequel on va parler d'actualité fiscale, mais tu présenteras un peu tout ça. Bien sûr, alors on va pas faire le jeu de remerciements, mais c'est moi qui te remercie parce que je sais que tu as un agenda très chargé et c'est vraiment sympa de prendre du temps pour nous aujourd'hui, pour nous faire part effectivement de cette actualité fiscale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est rapidement de présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Otari, de vous présenter Otari. Je vais le faire de manière très simple, en vous présentant tout simplement la page de notre site, voilà, que vous avez ici. Est-ce que vous voyez, Sabine, tu vois, c'est bon? Ça partage bien? Voilà, super. Donc, Otari, c'est une solution globale aujourd'hui pour vendre de l'immobilier neuf. Elle est destinée exclusivement à des professionnels de l'immobilier neuf. Alors, nous ne sommes pas un réseau, nous sommes ce que certains appellent, allez, on va dire un peu vulgairement, une plateforme. Donc, voilà, un outil, vraiment une technologie aujourd'hui destinée à des professionnels de l'immobilier neuf. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui des centaines de professionnels du neuf dans la simplification et la fluidification de leur quotidien. Donc voilà, alors nous ne sommes pas seulement une plateforme, puisque nous ne sommes pas seulement une technologie, nous sommes aussi en fait une société de services avec une offre servicielle qui va autour, que je vais vous détailler très rapidement. Nous existons depuis 2 ans, nous avons lancé Otari en janvier 2020. Nous avons aujourd'hui 700 conseillers actifs au sein de Otari qui vendent de l'immobilier avec Otari. Alors soit effectivement au travers de nos mandats, vous allez voir, soit par leur propre mandat, puisque c'est une offre qui a pour vocation à être extrêmement souple et s'adapter au contexte métier et on va dire à votre contexte d'organisation interne. Donc voilà. Nous allons réaliser cette année à peu près 600 ventes immobilières sur nos mandats et nous pensons qu'il y en a à peu près 3 ou 4 fois plus qui sont générées au travers de Otari, mais en direct sur vos propres mandats. Otari, ça repose sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est celui qui assoit vraiment toute notre offre, qui est une technologie extrêmement innovante qui nous appartient aujourd'hui à 100%, qui est développée par nos propres équipes, qui englobe
on va dire, une solution CRM, tous les outils dont vous avez besoin pour vendre, des simulateurs financiers avec des très belles restitutions financières. Vous allez avoir une CRM extrêmement simple d'utilisation et qui est vraiment orientée sur les besoins spécifiques métiers de professionnels du neuf, qu'ils soient des CGP, des mandataires immobiliers, des CGPI, des réseaux de distribution, parce que nous avons aussi une solution pour les réseaux de distribution, les cabinets avec qui ont plusieurs conseillers, les réseaux d'agences immobilières, les agences immobilières, des courtiers utilisent aussi notre application, maintenant des notaires aussi. Donc voilà, donc vraiment un outil qui est destiné aux professionnels du neuf pour les aider à vendre plus vite et mieux. Cet outil-là, je ne le détaille pas, mais il s'appuie aujourd'hui aussi sur un stock promoteur qui est, on remet en avant aujourd'hui vraiment la solidité de notre stock, à la fois en termes de volume. Nous avons au moment où on se parle 25 500 produits disponibles à la vente sur à peu près 80 à 90 partenariats promoteurs. Donc voilà, un stock qui est juste, un stock qui est à jour. Alors, il n'est pas toujours à jour en temps réel, puisqu'il y a des promoteurs qui ne le mettent pas, mais vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, 80% de notre stock est à jour de moins de 2 heures. Donc voilà, et ce qui est important, c'est que nous honorons à peu près 90% des options qui sont posées au travers de Otari, puisque depuis Otari, vous pouvez interagir avec tous les promoteurs pour optionner, dénoncer. La partie réservation se déclenche dans Otari, mais elle est générée un peu autrement. Mais 90% aujourd'hui de ces flux de dénonciation options sont acceptés par les promoteurs. Voilà. Nous avons tout type de produits, bien sûr du produit en accession classique, du Pinel Outre-mer, du meublé, du Sensi Bouvard, du meublé second marché, sur tout type aussi de meublé, de l'EHPAD, du senior, enfin voilà, de la résidence étudiante, du service classique, etc. Du Malraux, du monument historique, du démembrement. Bref, il y en a pour tout le monde. C'est vraiment voilà, avec des codes-parts de stock qui sont vraiment construits en fonction de la représentativité en fait de nos 700 conseillers. Nous avons un back-office qui est ouvert tous les jours de 6h à 21h. L'objectif étant de vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin sur des questions, des positionnements d'options, des reprises d'options, des levées d'options, des options de second rang, des dates de purge, vraiment tout ce qui est au cœur de votre quotidien, les questions que vous voulez poser, les TMA, enfin voilà, vraiment tout ce que vous pouvez avoir, parce qu'on sait que c'est un métier sur lequel on a besoin d'avoir une animation permanente sur du traitement d'informations, de demandes, etc. Et enfin, un élément fort qui est celui en fait de la création de valeur chez vous, puisque aujourd'hui, nous restituons 100% des honoraires promoteurs. Je pense que tous nos clients qui sont là, parce qu'il y en a un certain nombre dans la foule, si vous pouvez en attester dans le flux de discussion, c'est bien parce que souvent, c'est un modèle qui n'est pas très répandu, donc dans lequel les gens ont un peu de mal à croire. Mais s'il y a des clients qui sont ici, je vous demande d'en attester par vous-même, puisque aujourd'hui, c'est vraiment un point fort de notre offre. Voilà, donc voilà ce que est Otari aujourd'hui. Nous avons pour vocation vraiment à être en capacité de créer une très grosse communauté de commercialisateurs d'ici encore 12, 24, 36 mois pour vraiment effectivement avoir la possibilité de vous donner les meilleurs outils, les qualités de stock qui vont bien et on va dire aussi les partenariats promoteurs qui pourront vraiment vous aider. Notre modèle économique est assez simple. Nous avons un loyer qui est un loyer sans engagement sur auquel nos clients accèdent. L'objectif étant vraiment qu'on soit en capacité de vous fournir des vrais outils et qu'on travaille avec des gens qui sont vraiment des spécialistes du neuf, des gens qui ont une activité plus ou moins importante. Donc voilà, de neuf, mais par un abonnement. Et effectivement, derrière, soit vous passez vos ventes en direct par les promoteurs, soit vous passez les ventes par nos mandats. Si par contre vous passez les ventes par nos mandats, la seule chose, c'est que nous intermédions pour vous tout le processus de gestion de la vente de la préparation de la signature électronique jusqu'au décaissement des honoraires chez vous et nous prenons 599, nous facturons 599 € de frais fixes par transaction actée sur nos mandats, mais ce qui n'est pas obligatoire, voilà, pour derrière assurer tout ce processus de gestion et avoir les équipes back-office qui soient structurées en fonction de ça. Et ce, peu importe la nature de la vente, le montant de la vente. Il n'y a pas d'engagement de volume, pas d'engagement de marge, il n'y a aucun engagement, pas d'engagement de durée sur notre offre. C'est ultra souple. Voilà. Je vous ai rapidement présenté le modèle de Otari. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment d'être en capacité de laisser la parole, je vais laisser la parole à Sabine, qui va être notre principale protagoniste du jour. Voilà, l'objectif, c'est d'être ensemble jusqu'à midi. Donc voilà, après, si on peut déborder un peu, on déborde un peu. Dans les modalités, je vous laisserai poser vos questions. Vous avez une rubrique questions.
dans votre fenêtre Livestorm. N'hésitez pas à les poser. Je poserai ces questions à Sabine si elles correspondent à la partie qu'elle est en train d'évoquer. Sinon, on reprendra ces questions à la fin. Voilà. Sabine, je te laisse prendre la main. Et puis, bien, écoute, à toi de jouer. Et bon webinaire. Super, merci. Du coup, pour partager mon écran, je clique sur partager, c'est ça? Partager l'écran. Hop. Autoriser. Et je ne sais pas si vous voyez du coup mon écran. On voit ton écran. Parfait, super. C'est parfait. Merci. Alors, je me suis focalisée uniquement sur les actualités fiscales liées à l'immobilier, puisqu'en 1 heure, on n'a pas le temps de faire la totalité de l'actualité fiscale, en sachant que la loi de finances 2022 n'est toujours pas votée. Elle est habituellement votée entre le 20 et le 30 décembre, donc on s'y rapproche doucement mais sûrement. On a déjà quand même l'ensemble des informations. Les choses que je n'ai pas mises sur ce support, c'est l'évolution du barème des tranches d'imposition pour s'ajuster au taux d'inflation actuel. Donc les tranches sont revalorisées de 1,4%. Il n'y a pas de changement sur les structures des tranches. On est toujours 0, 11, 30, 41, 45. Chose que je n'ai pas mis également sur le support, c'est la modification du crédit d'impôt lié au service à la personne qui sera désormais mensualisé. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir du service à la personne pourra en fin de mois déclarer le montant qu'elle a réglé en service à la personne et avoir dès le mois suivant le crédit d'impôt qui lui sera versé sur son compte, celui qui est déterminé, qu'elle a renseigné sur le site impôt.gouv.fr. Évidemment, on attend les décrets d'application pour voir de quelle manière ça va se mettre en place, mais c'est une annonce qui a été faite il y a déjà quelques semaines sur la volonté manifeste du gouvernement de ne pas avoir recours, on va dire, au travail au noir et de faire un maximum de déclarations possibles pour ces services à la personne. Je passe également dans les lois de finances les détails des pourboires qui sont désormais réglés par vos smartphones ou vos cartes bancaires. Bon, tout ça pour tracer un maximum de flux. Là, je me suis volontairement focalisée que sur la partie immobilier, qui est l'activité d'Otari, et c'est de vous expliquer un peu ce qui se passe sur l'immobilier. Grosso modo, c'est quand même une loi de finances 2022. Alors, je précise, cette loi de finances 2022, il n'y a pas de grosse révolution. Il y a quelques aménagements, mais il n'y a pas de grosse révolution et on va les détailler ensemble. On a quand même une grosse enveloppe qui est allouée à la transition écologique. On est dans une loi de finances qui prépare aussi les élections présidentielles qui auront lieu au mois de mai prochain, avec une volonté de pousser le pays vers une transition écologique et ça passera forcément sur l'immobilier. Ce qui est visé, ce sont vraiment les constructions avant 1975. Je vais le relater assez souvent. Donc, j'allais dire, par rapport à vos clients qui pourraient hésiter sur du neuf et sur de l'ancien, attention, danger sur l'ancien. On va vraiment regarder les consommations énergétiques de l'ancien et imposer aux propriétaires de faire un certain nombre de travaux dans les années à venir, dont la facture pourrait s'élever assez lourde. 17 milliards sont alloués au logement. Voilà, je passe un peu tout ça, mais pour vous dire que c'est vraiment, on pousse vers le logement, malgré des modifications qu'on a pu faire sur le Pinel, et on va en parler. À la demande des professionnels, on pérennise MyPrimeRénov'. Donc MyPrimeRénov', si vous avez des clients qui ont des logements dans l'ancien, dont on sait pertinemment qu'il y aura des travaux d'énergie à réaliser, en tout cas d'économie d'énergie sur ces bâtiments-là, et je pense aux copros des années 60-70 qui sont terriblement énergivores, pensez à leur dire qu'ils peuvent bénéficier de MyPrimeRénov'. C'est en fonction de leur situation d'impôt. Donc, ils vont directement sur le site myprimerenov.gouv.fr, ils renseignent leur revenu fiscal de référence, le nombre de personnes qui composent le foyer, et on leur donne une couleur. Est-ce qu'ils sont jaunes, roses, je me souviens plus des couleurs, violet ou bleu, voilà, dans l'ordre. Et en fonction de la couleur, il y a un pourcentage de prise en charge, on va dire, par l'État des travaux et économies d'énergie. Ces sommes sont versées directement au contribuable une fois qu'il est en capacité de justifier qu'il a réglé les factures de travaux. Ça peut se faire aussi sur l'éco-pro, donc c'est quand même un outil assez intéressant quand on veut rénover de l'ancien. Ça, c'est repoussé pour 2022, c'est loin d'être acquis pour 2023. Donc, si vous avez des clients qui pourraient être éligibles à MyPrimeRénov', c'est peut-être le moment de leur en parler. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir 800 000 logements rénovés l'année prochaine grâce à cette aide. Je pense, Sébastien, que tu pourras peut-être transmettre ensuite ou mettre à disposition sur le site Otari le support que je suis en train de développer. Volonté également d'augmenter le nombre de logements sociaux.
un Français sur deux est éligible à un logement social, dixit les bailleurs sociaux. Un Français sur deux. Évidemment, le parc locatif ne répond pas à cette demande-là. Le Pinel, justement, permet d'avoir un logement à prix plus abordable. Et vous verrez qu'il y a un encadrement des loyers qui est en train de fortement se développer sur notre territoire. On le redétaillera un peu plus loin. Donc, la volonté, c'est d'aider les bailleurs sociaux en débloquant des fonds pour pouvoir accélérer la construction des logements sociaux en France. Le super Pinel, que va-t-il se passer pour ce qui devrait arriver post-Pinel? Je rappelle que le Pinel va commencer à être raboté à compter des actes, à compter du 1er janvier 2023. Ça veut donc dire que pour vos clients, pour les actes 2022, il est plus que temps d'expliquer à vos clients l'urgence de prendre une décision, si tant est qu'ils souhaitent vraiment réaliser de l'épargne immobilière via le Pinel, l'urgence de prendre une décision plutôt sur le premier semestre 2022. Il ne vous a pas échappé que ces derniers temps, l'octroi du crédit immobilier est plus long, plus complexe, donc ça prend plus de temps, et que si vous voulez être assuré de pouvoir acter au 31 décembre 2022, il y a vraiment une prise de décision à prendre, on va dire, avant l'été 2022, pour pouvoir envoyer le dossier de financement en banque et être serein sur la date de l'acte avant le 31 décembre 2022 pour continuer à bénéficier des taux de réduction actuels du Pinel que vous connaissez. À compter de 2023, on va commencer à raboter les taux de réduction, une première fois en 2023, une deuxième fois en 2024. Ça, c'était déjà dans la loi de finances 2021. Ça n'est pas du tout remis en cause. Ce qui a été apporté suite à la demande de la Fédération de la promotion immobilière, c'est cette création du super Pinel qui va donc être en parallèle avec le Pinel. Et c'est d'expliquer aux clients que si vous continuez, s'ils souhaitent, à compter des actes du 1er janvier 2023, s'ils souhaitent bénéficier des mêmes taux de réduction que le Pinel actuel, à ce moment-là, ce super Pinel va avoir des contraintes. Première contrainte, mais là, j'allais dire, c'est valable pour l'ensemble des constructions, c'est la réglementation RE 2020, qui va donc succéder à partir du 1er janvier 2022 à la RT 2012 que vous connaissez aujourd'hui. L'idée, c'est de diminuer l'impact carbone des bâtiments et de maximiser leur performance thermique. L'idée, c'est de consommer moins, si possible, d'énergie, puisqu'on a des difficultés à créer cette énergie. Je regardais ce matin un reportage pour les nouveaux petits réacteurs nucléaires qui devraient être disponibles en 2030, puisqu'avec l'accélération du parc automobile électrique, il va falloir produire plus. Donc, si on peut en même temps consommer un peu moins sur le bâtiment, ça permet de pouvoir fournir l'électricité à tout citoyen français qui le souhaite dans un budget à peu près maîtrisé, même si malheureusement le prix de l'électricité est en train de flamber. Donc, RE 2020 à compter du 1er janvier 2022 pour tous les actes déposés à compter du 1er janvier 2022. On ne parle pas d'actes, pardon, excusez-moi, pour tous les permis de construire déposés. On ne parle pas de l'acte du bien acquis par votre client, mais on parle bien du permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2022. Les promoteurs… Juste, Sabine, oui. j'ai déjà une remarque en fait de Catherine qui dit il faut vraiment acter avant le 31/12/2022 pour la partie Pinel dans les Oui. composantes actuelles. Oui. Donc je vous confirme qu'effectivement la règle aujourd'hui, Sabine l'a dit, effectivement c'est un acte avant 2022, c'est pas une réservation, il faut acter avant la fin 2022. Comme chaque fin de dispositif, il peut arriver qu'ils arrivent à octroyer un petit délai complémentaire, le temps de passer les quelques actes qui resteraient à passer. Je crois qu'il y avait eu déjà le cas où ils avaient décalé de 2 ou 3 mois pour donner un petit peu plus d'air, justement, parce qu'il y avait il y avait un goulot d'étranglement qui se formait chez les notaires. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il faut acter avant le 31/12 de cette année pour bénéficier en fait des conditions de la loi Pinel dans les conditions actuelles. Il faut vraiment avoir une transparence vis-à-vis des clients qui pourraient être intéressés par le produit parce que le compte à rebours est lancé pour pouvoir bénéficier du Pinel au taux de réduction actuel, sauf à choisir le super Pinel que je suis en train de vous présenter. Oui, on est d'accord. Pour information, j'avais encore ce matin un très grand promoteur au téléphone qui m'expliquait qu'ils commençaient, eux, tout juste à réfléchir effectivement sur la constitution de projets en super Pinel. Donc oui. Voilà. La réalité, pour être très claire, aujourd'hui, des promoteurs dans l'état actuel, très peu travaillent sur le sujet pour une raison très simple, c'est qu'ils espèrent tous arriver à faire entendre raison au gouvernement
en fait, avant les prochaines élections. Donc, soit qu'effectivement, il y a un nouveau dispositif qui soit proposé, donc voilà, soit qu'effectivement, le dispositif Pinel dans sa composante actuelle soit prolongé, soit assoupli au regard du Pinel, du super Pinel. D'accord. Mais là, effectivement, parce que clairement, ce qui compose actuellement la difficulté qu'on peut avoir dans le neuf sur les octrois de prêt ou ce genre de choses, plus ça avec un prix déjà du neuf qui est assez élevé, etc., fait que ça pourrait être effectivement assez dur aujourd'hui pour les promoteurs d'assumer cette partie-là. Donc clairement, très peu aujourd'hui se positionnent d'ores et déjà sur du montage d'opérations en super Pinel, hein, il faut le savoir. Et en sachant qu'en moyenne, en France, chez les promoteurs en moyenne, 47% de leurs ventes sont des ventes de locatifs. Donc de Pinel, assez souvent quand même derrière, ou de location meublée, mais sont des ventes de locatifs. Donc le poids de la vente d'un investissement locatif dans le poids de la vente d'un programme est très important. Donc voilà, donc juste pour vous donner la tendance, okay. En tout cas le discours côté promoteur, puisque j'en ai tous les jours au téléphone, et voilà aujourd'hui ce qu'il en est. Et il faut être prudent parce que nul n'est en capacité de savoir qui sera élu au mois de mai prochain et encore moins de savoir ce qui se passera sur la loi de finances 2023, si tant est qu'elle soit modifiée, parce que là, le super Pinel va être entériné dans la loi de finances 2022. Donc, ça veut dire que si on devait modifier le super Pinel, il faut que quelqu'un détricote la loi de finances 2022 pour retricoter à sa nouvelle version. Donc, je serais assez prudente quand même vis-à-vis de vos clients investisseurs. Et en tout cas, pour ceux qui souhaitent vraiment investir en 2022, le temps de la décision devra être plus court pour les investisseurs, pour pouvoir leur assurer l'effort d'épargne que vous leur avez vendu, puisqu'évidemment, si on rabote la réduction d'impôts, inévitablement, c'est l'effort d'épargne qui augmente. Et encore une fois, ce matin encore, je vous dis, hein, le promoteur que j'avais ce matin au téléphone nous dit que pour eux, dans leur vision, c'est les projets qui sont déjà actuellement en cours de commercialisation seront actables d'ici la fin de l'année prochaine. Tout ce qui va être lancé en commercialisation, on va dire après le 28 février, leur quasi-certitude, c'est que ça ne sera pas actable avant la fin de l'année prochaine. D'accord? Donc, en gros, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur le stock qui existe déjà. Tout ce qui va arriver à partir du 28 février, grosso modo, ils considèrent que ça ne sera pas actable, quoi qu'il en soit, avant la fin de l'année, avant le début d'année 2023. La RE 2020, qu'est-ce que c'est? C'est d'augmenter, on va dire, la performance énergétique 30% de plus que la RT 2012 et c'est d'utiliser des matériaux de construction biosourcés et de promouvoir des constructions de bas carbone. Grosso modo, d'après les promoteurs, ça devrait augmenter le coût de construction, et on parle du coût de construction, entre 15 et 20 points. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une augmentation du prix de vente, on va dire, entre 5 et 8 points à peu près par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Que nous dit d'autre cette création du super Pinel? Alors, pour l'instant, c'est un projet de loi de finances. Il faudra attendre le décret d'application pour savoir exactement ce qu'on aura à l'intérieur et les modalités. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est demandé, c'est d'apporter un certain confort aux locataires et ce confort passe par un accès à un espace extérieur. Ça, c'est clairement post-crise du Covid et post-confinement de l'année dernière. Donc, c'est un extérieur plus important que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les programmes. Mais on ne connaît pas la surface minima encore. Ça n'est pas précisé dans la loi de finances. Il faudra attendre le décret d'application pour savoir qu'est-ce qu'on entend par un extérieur minima. Ça va être un caractère traversant du logement et à double orientation à partir du T3. Donc T3, il faudra qu'il soit traversant, il faudra qu'il soit sur les angles du bâtiment, T3, T4, T5 bien sûr, sur les angles du bâtiment. Ça, ce sont les produits qui seront éligibles Pinel. Ça veut donc dire qu'un produit, si je pousse le trait très loin, sur lequel on a un programme avec un T3 au milieu qui n'est pas traversant et qui n'est pas double exposé, il ne sera pas éligible au Pinel. Donc, il faudra sélectionner à l'intérieur du programme ceux qui pourront être éligibles au Pinel. Et c'est une hauteur sous plafond à minima de 2,70 m qui va poser une difficulté pour les promoteurs pour tirer leur marge, puisque grosso modo, ils ont considéré que sur un R+4, ou R+5, ça devrait faire sauter un étage de construction en imposant cette hauteur de plafond de 2,70 m. Donc, ça suppose soit d'acheter le foncier moins cher, soit de pouvoir monter un peu plus en verticalisation pour pouvoir avoir la marge qu'ils recherchent, la marge promoteur sur les programmes. Donc, c'est une contrainte pour un promoteur
qui travaillent déjà aujourd'hui sur cette contrainte et qui, lorsqu'ils recherchent un foncier, intègrent déjà ces contraintes-là pour pouvoir vérifier est-ce que, oui ou non, ce foncier va répondre à son objectif de marge. Que puis-je vous dire d'autre? Il y a une surface également minima qui sera imposée pour ce super Pinel. Celle-là, on la connaît déjà. C'est 28 mètres carrés pour un T2, 45 mètres carrés pour, pardon, excusez-moi, 28 mètres carrés pour une pièce, 45 mètres carrés pour un T2, 62 pour un T3 et 79 pour un T4. J'allais vous dire autant sur le T3 et le T4, c'est pas trop le sujet, c'est plutôt ce qu'on trouve en surface. Autant pour le 2 pièces, et clairement, c'est plutôt le 2 pièces qui est vendu sur du Pinel. Là, il n'y a pas forcément du 45 mètres carrés partout aujourd'hui. On trouve souvent des surfaces plutôt autour de 42, 43 mètres carrés. Donc là, ça suppose d'acquérir 3 mètres carrés supplémentaires à une moyenne de 4 500 € du mètre carré. Ce n'est pas moi qui ai défini la moyenne, c'est la moyenne qu'a annoncé l'AFPI, moyenne de prix de vente en France chez les promoteurs, 4 500 € du mètre carré. Eh ben, vous faites le calcul, fois 3 mètres carrés, si jusqu'à présent on avait des Pinel de 42 mètres carrés, vous avez 7 000 à 8 000 € à rajouter sur le plan de financement de votre client. Dans une contrainte aujourd'hui sur laquelle on demande aux banques de ne pas dépasser 35% d'endettement pour un investisseur locatif. Il y a des dérogations possibles, mais les enveloppes dérogatoires sont assez minimales puisque c'est 20% d'enveloppe de dérogation sur l'octroi du crédit immobilier aux particuliers. La banque elle a droit à 20% de son enveloppe en dérogation, ce qui est peu. OK. On maintiendrait donc les taux de réduction de 18, 12, 18 et 21%. Et là, on parle bien des actes en 2023 ou 2024. Ça veut donc dire qu'on va avoir deux Pinel qui vont se superposer, le Pinel et le super Pinel, sur les années de 2023-2024. Le super Pinel, on maintient le taux de réduction tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on respecte les 2,70 m de plafond, la surface minima, la double orientation et la RE 2024, si on ne respecte pas ces 4 points, à ce moment-là, le lot, il sera sur le Pinel avec les taux qui sont rabotés. OK. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un timing serré, c'est vraiment un timing serré. Si vous voulez être certain de pouvoir passer les actes avant la fin de l'année, il faut vraiment que les dossiers soient en banque fin juillet. Alors, je précise, j'ai été pendant 15 ans directeur de l'agence foncier patrimoine Sud-Ouest, Crédit Foncier. Donc, le crédit immobilier, je sais comment ça fonctionne et je vois les temps de décision dans les banques qui se rallongent de façon assez ostentatoire, qui se rallongent. Donc, soyez vraiment prudents au moment où vous allez transmettre le dossier à la banque. Est-ce que tu veux attendre Est-ce que tu veux ajouter des points particuliers? Non, c'est très bien. Donc, enfin, après, voilà, c'est là l'objectif, ce qu'on dit, ça peut noircir un peu le tableau. En tout cas, c'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça devrait doper massivement, effectivement, les investissements Pinel, effectivement, en début d'année. Donc, je pense que les gens doivent être préparés avec le stock qui va bien, toute la partie argument qui doivent être construits autour de l'investissement Pinel, puisque là, on va démontrer clairement que il va y avoir une dégressivité des bonus, enfin, de la réduction fiscale associée 2023-2024 ou alors une augmentation du prix. Donc voilà. Après, voilà, moi je vous donne la vision des promoteurs, celle que je vous donnais tout à l'heure. Pour eux, dans leur esprit, je pense qu'il y en a certains qui pensent même que ça ne peut pas se passer, en fait, pour être très clair. Donc voilà. Après, est-ce que ça sera le cas ou pas? La réalité, c'est qu'on voit ce qui pousse, et ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de travailler sur le sujet de la rénovation, d'impulser ça aussi dans l'esprit des gens. Quoi qu'il en soit, par contre, on sait tous que ces projets de rénovation de l'habitat, etc., c'est des projets qui sont longs, fastidieux. Il y a effectivement une rénovation du parc à faire, mais tout le monde n'a pas envie, en fait, d'aller dans ce sens-là. Ça ne crée pas de logement complémentaire, pour être très clair. Donc voilà. Et aujourd'hui, on sait tous qu'il y a un déficit de logement. Donc voilà. Donc tout ça fait que 2022, on aura effectivement un peu de doute qui va courir jusqu'aux élections, mais comme c'est souvent le cas, quoi qu'il en soit. Néanmoins, voilà, le début de l'année va rester très dynamique au regard de ce qui va s'imposer au travers de la loi Pinel. Et on espère qu'effectivement, au moment des élections, il se passera quelque chose qui permettra justement de trouver, soit de revenir dessus, soit de trouver le bon compromis. Moi, en tout cas, je suis assez optimiste sur cette issue-là, personnellement.
Alors, on parlait d'inflation tout à l'heure. Vous voyez l'avant-dernière ligne, la hausse du prix du neuf, 114% en 20 ans. C'est assez important. C'est lié au foncier qui devient de plus en plus cher, puisqu'on raréfie au fur et à mesure les fonciers constructibles. Et c'est lié à l'augmentation des contraintes thermiques imposées aux promoteurs, avec donc une augmentation du coût des matériaux. Je vous passe l'épiphénomène qu'on a en ce moment d'une tension réelle sur le marché des matériaux. Je dis bien un épiphénomène puisque tout le monde a repris en même temps à la sortie de la pandémie. Le jeu de l'offre et de la demande devrait revenir naturellement dans l'ordre. Probablement après le premier trimestre 2022, on devrait revenir à des choses un peu plus normales. Quoi qu'il en soit, la RE 2020 devrait encore surenchérir un peu les coûts. Voilà pour le super Pinel. Je n'ai pas autre chose à vous dire là-dessus. En parallèle, malheureusement, on a l'encadrement des loyers. On a cet encadrement des loyers dans la loi Elan de 2018 qui ont lieu sur Paris, une partie de la couronne parisienne, Lille, Lyon. Et certaines villes ont déposé des demandes d'agrément qui ont été acceptées, comme Bordeaux et Montpellier, Bordeaux où j'habite, sur l'encadrement des loyers. À terme, on estime que cette mesure devrait s'appliquer sur 7 territoires et qui représenterait à peu près 24 villes en France. Donc, ça va devenir une contrainte sur cet encadrement. Je vous ai mis la liste exhaustive de l'ensemble des villes qui ont déposé un dossier cette année. Tous n'ont pas reçu une réponse favorable. Certains ont été rejetés, comme par exemple Grenoble, dont le maire est assez connu. Les motifs des rejets, c'est parce que, en règle générale, le gouvernement a considéré que ça ne réunit pas 4 conditions prévues par la loi pour que l'encadrement des loyers soit mis en place. Condition numéro 1, c'est qu'on ait un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social, un niveau de loyer médian élevé, un faible taux de logement sur les 5 dernières années et des perspectives limitées de production des biens. Donc, Bordeaux et Montpellier sont rentrés dans ce champ-là, vont donc appliquer l'encadrement des loyers. Alors, juste, vas-y, je te laisse finir, Sabine, parce que j'avais une autre question sur le sujet d'avant, mais on reviendra juste après. Vas-y. Non, j'avais juste une question de Pascal qui disait pas de changement à attendre sur le zonage Pinel. Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement en particulier sur le zonage Pinel. La seule chose qui est importante, c'est que dans le cadre du Pinel+, entre guillemets, le zonage Pinel, il ne tient plus en fait. C'est-à-dire que dans le cadre du Pinel+, on est sur des zones prioritaires en fait, qui n'ont rien à voir avec le zonage Pinel. Ça sera vraiment défini au coup par coup. Donc ça c'est pareil. Nous, là pour le coup au Tari, voilà, on va vraiment travailler non plus par zone, mais vraiment par dispositif, parce qu'aujourd'hui on sait qu'un bien qui est vendable, on va dire en nu classique sur une zone éligible Pinel, on va dire, enfin sur une zone éligible A bis, B1, il est éligible au dispositif Pinel. Là vraiment, on aura des biens qui seront sur des zones éligibles ou pas au produit, au projet Pinel+. Enfin, au dispositif Pinel+, et y compris certains types de logements qui seront éligibles au Pinel+. Voilà. Oui, un peu sur ce qui s'est fait, et c'est vrai que j'avais oublié d'apporter cette précision-là, mais elle est tellement compliquée à expliquer parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Un peu l'idée de ce qui s'est fait sur le Pinel breton, qui est en expérimentation, dont l'expérimentation d'ailleurs est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022, qui était de dire, je ne vais pas définir, et c'est à la libre appréciation du préfet, je ne vais pas définir, par exemple, que l'ensemble de la ville de Bordeaux est éligible au dispositif Pinel, mais tel quartier, tel quartier, tel quartier. Et voire même le préfet peut affiner encore un peu plus, mais ça c'est pour le Pinel breton, c'est de dire ce sera tel lot ou tel lot dans la structure du lot, c'est-à-dire le T2, le T3 ou le T4, qui pourrait être dans tel quartier éligible à un dispositif Pinel. Là, ce qu'il est dit pour le super Pinel, c'est qu'on va aller plutôt orienter l'investisseur sur des quartiers sur lesquels on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'offres locatives à des loyers contraints. Donc, c'est plutôt d'orienter les promoteurs et donc les investisseurs à réaliser les projets sur ces secteurs-là. C'est d'ailleurs très largement le Pinel+, hormis la composante énergétique et de construction du logement, on va dire habitabilité du logement, le concept du Pinel+, c'est très largement inspiré en termes de définition des zones, où ça s'inspirera très largement de ce qui est fait effectivement dans le cadre du Pinel breton, à titre d'expérimentation. Et effectivement, ce que dit Pascal, c'est donc le calcul du loyer serait identique pour le super Pinel, indépendamment de la zone et de la ville. Donc moi, je dirais que effectivement, par contre, le plafond de loyer qui s'appliquera sera, à mon avis, le plafond qui sera le plafond de zonage en fait de celui sur lequel se trouvera la ville, sur lequel le bâtiment sera construit. Je pense. Je sais pas.
Oui, et avec la contrainte de l'encadrement des loyers. Oui, sauf que de ce que j'ai pu regarder, Sabine, et d'ailleurs c'était une de mes questions perso, dans ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, sur la globalité des villes, j'ai pu constater qu'au niveau de l'encadrement, qui était éligible Pinel jusqu'à maintenant, et effectivement par contre il faudra faire attention au Pinel plus demain, mais pour l'instant on est sur toutes les, dans le cadre du dispositif Pinel classique, on est systématiquement en dessous, je crois au niveau des loyers, que le plafond loyer sur les communes dont on parlait tout à l'heure. Sauf à Villejuif. D'accord. Par exemple. Ça, c'est une Ok. commune où malheureusement, l'encadrement du loyer contraint le Pinel. On se retrouve Ah, avec d'accord. un encadrement inférieur au loyer Pinel. Après, si je prends par exemple la ville de Bordeaux, forcément, je regarde un peu plus attentivement étant sur cette ville. C'est vraiment c'est la ville de Bordeaux. Il y a assez peu de construction dans le neuf. Et c'est une partie de la métropole, mais j'ai la liste des villes, pas forcément les métropoles qui construisent le plus du neuf. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser. Il faut juste faire attention, et c'est pour ça que c'est important de connaître cet encadrement des loyers, que ça ne s'étende pas, que ça ne fasse pas tâche sur tout le territoire. Et c'est surtout par rapport à nos clients qui pourraient hésiter entre du neuf et de l'ancien, en se disant bah, j'achète moins cher l'ancien et je peux faire un loyer supérieur. Attention, parce que dans les villes où l'encadrement des loyers arrive, et ben là, vous pourriez avoir une contrainte sur le montant des loyers que les propriétaires pourraient donc mettre en place. Et c'est valable pour la location nue et la location meublée. Donc ça, c'est un vrai bel argument, hein. C'est un Voilà. élément clé parce que effectivement aujourd'hui, dans le calcul des rentas pour les investisseurs, ceux qui sont plutôt portés sur de l'investissement sur l'ancien, souvent effectivement le calcul de la rentabilité net est calculé aussi sur une estimation du prix du loyer. Effectivement, sur certains endroits, à mon avis, l'encadrement du loyer va rendre un peu moins attractif la rentabilité net d'un bien dans l'ancien au regard d'un bien dans le neuf. Oui, parce qu'il y aura les travaux économie d'énergie à faire et il y aura un encadrement des loyers. Donc attention sur l'ancien, c'est vraiment ce que je veux mettre en exerce. Sur le long terme, ce n'est pas forcément un produit très intéressant. Donc, grosso modo, il ne faut pas que le loyer dépasse un plafond. On fait un loyer de référence. Sur ce loyer de référence, la latitude, c'est de faire moins 30 plus 20 par rapport au loyer de référence. Donc, c'est un loyer de référence sur la ville sur lequel on dit la latitude de l'investisseur bailleur, c'est de faire un loyer minoré de moins 30. Je ne suis pas convaincue qu'on en trouve beaucoup, mais un loyer majoré de plus 20 sur lequel on ne pourra pas dépasser ce plafond de loyer. Évidemment, le loyer de référence sera différent entre une location nue et une location meublée, puisqu'il faut tenir compte de l'ameublement dans une location meublée et qu'on est toujours hors charge. Donc, l'idée, voilà, c'est d'aller chercher, vous regarderez tranquillement tous les slides que je vous ai mis, je vois l'heure tourner. Je crois que je vous ai mis un lien sur les sites sur lesquels vous pouvez aller vérifier quels sont les loyers dits de référence pour regarder si dans la ville sur laquelle vous exercez ou dans une ville où vous pourriez avoir de l'investissement locatif, quel est le loyer médian et vérifier que le loyer Pinel que vous proposez ou autre loyer ne dépasse pas 20% de ce loyer médian. Je ne vais pas développer un peu plus, vous aurez le support ensuite pour regarder tout ça. Tranquillement, parce que je vois vraiment l'heure tourner. Attention, les sanctions, elles sont un peu élevées en cas de contrôle. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter ces loyers de référence. Pour Bordeaux, si je reprends Bordeaux, on saura grosso modo à la mi-2022 quels sont les loyers, quel est le loyer de référence et de quelle manière ce sera encadré. Bon, je ne pense pas qu'on ait besoin de développer plus. Voilà, où trouver les loyers de référence sur la DIL, vous pouvez trouver sur le site de la NIL aussi, ou l'Observatoire des loyers pour l'agglomération parisienne, OLAP. OK. Je voudrais également attirer votre attention surtout sur le marché de l'ancien aussi, parce qu'on est très souvent mis en concurrence entre l'ancien et le neuf pour nos clients investisseurs. C'est ce nouveau DPE qui se met en place et qui est valable 10 ans, donc qui s'est mis en place en juillet 2021. Et ce nouveau DPE va contenir des préconisations d'amélioration qui permettent de gagner en confort et non pas en confort comme j'ai écrit, et en économie d'énergie. C'est de dire également que les DPE vierges ne seront plus possibles et qu'on va fiabiliser cette nouvelle valeur de DPE en enclenchant la responsabilité de celui qui a émis le DPE. Chose assez nouvelle, on n'avait pas les fois précédentes.
Donc, première chose, ça n'est plus un DPE à titre informatif, mais il est désormais opposable. Donc, on engage la responsabilité du diagnostiqueur. Deuxième chose, il y a une méthode de calcul unifiée. On s'est quand même rendu compte qu'en fonction du diagnostiqueur, on pouvait avoir un DPE plus ou moins arrangeant. Donc, désormais, il y aura une méthode dite conventionnelle, qui est basée sur une analyse poussée du bâtiment. On regarde les caractéristiques du bâtiment, l'isolation, les matériaux, le système de chauffage, la production d'eau chaude, les surfaces vitrées, etc. Et également, on maintient la méthode sur facture, mais ça n'est pas la méthode qui sera utilisée. C'est vraiment d'abord la méthode conventionnelle, puisqu'auparavant, on pouvait très bien avoir un DPE qui disait puisque je consomme tant, alors j'ai un DPE de temps. Ce qui ne voulait pas dire grand-chose parce que tout dépend à quel degré de température la personne pouvait chauffer son logement et est-ce qu'elle occupait le logement à temps complet ou pas à temps complet. Il y aura également 5 usages de consommation énergétique dans le calcul: chauffage, eau chaude, climatisation, éclairage et les auxiliaires comme AVMC, le chauffage. Ce DPE sera le même aussi bien pour une vente que pour une location. Il pourra donc être utilisé dans les deux transactions. Je rappelle que quand on réalise une location, le DPE doit accompagner le bail locatif, que ce soit de la location nue ou de la location meublée. Donc, on doit informer le locataire du DPE. Pour un propriétaire d'un bien en copropriété avec un chauffage collectif, il pourra réaliser un DPE à l'immeuble pour basculer sur un DPE au logement lorsqu'il aura réalisé des travaux dans son bien. Par exemple, il a changé dans son bien peut-être le ballon d'eau chaude qui est peut-être thermodynamique et il a peut-être changé les fenêtres pour avoir une meilleure isolation et voire peut-être qu'il a également fait une isolation intérieure. Pourquoi pas. OK. Pour les DPE vierges, c'est la fin des étiquettes pour les biens construits avant 1948. Ça ne sera plus autorisé. Pour les localisations, on va désormais également prendre en compte la situation géographique du bien, ce qui fait que les étiquettes d'énergie, celles qui sont visées, c'est E, F et G, qui vont varier bien sûr en fonction du département et de l'altitude où se situe le logement. Par expérience, il fait un peu plus froid en Savoie qu'en Corse à cette période de l'année. Donc, inévitablement, la localisation va aussi tenir compte du DPE. Que puis-je vous dire d'autre par rapport à ce DPE? C'est que le gouvernement a estimé que, grosso modo, 40% des logements actuels vont subir un changement de leur étiquette DPE. Je ne pense pas que ça soit forcément dans le bon sens, même si j'ai écrit qu'il soit positif ou négatif. Je ne suis pas persuadée que ça soit dans le bon sens. Je rappelle qu'il y a une contrainte sur la location, et je l'ai mis sur quelques slides plus loin, des logements locatifs dans les années qui viennent pour les E, F et G. Je vous montre tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais le retrouver ensuite. Bon, je vous passe là, j'avais mis à titre d'expérience quelles sont les nouvelles étiquettes énergie. Bon, je passe rapidement dessus. Ce qu'on veut viser, ce sont les passoires thermiques, toutes ces constructions, surtout avant 1965. Et le calendrier pour les non-possibilités de location, ce sont les suivantes. À partir de 2022, chaque bien immobilier mis en vente ou en location avec une étiquette DPE F ou G devra effectuer un audit énergétique. Et à partir de 2023, interdiction des passoires thermiques sur le parc locatif français. Et à partir de 2028, interdiction des logements classés F ou G. Alors, je suis en train d'essayer de me souvenir de mémoire. Je crois que c'est 2024, tous les logements classés G ne pourront plus être mis sur le parc locatif. Donc, il faudra absolument réaliser des travaux économie d'énergie. Puis suivent ensuite les bâtiments F et E. De mémoire, je crois que le E, c'est 2035. Quoi qu'il en soit, ça veut donc dire qu'un acquéreur qui hésiterait sur un bâtiment locatif, sur un parc ancien, un bien classé E, F ou G, d'ici 2035, il faudra que le bien quitte la classification E, ce qui est relativement une grosse contrainte. On va dire, s'il veut gagner en confort d'esprit et en budget portefeuille, en se disant qu'il n'aura pas intégré des travaux à venir prochainement, là, le neuf a vraiment sa place, ou sur le marché du locatif ancien, des biens qui sont classés B ou C. Voilà ce que je voulais vous dire sur le DPE. Tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a des questions concernant le DPE?
Pour le PTZ. Non, j'ai pas de questions. Sabine, excuse-moi. Attends, je retrouve ma fenêtre. Pas de questions et rien à rajouter de particulier. OK. Pour le PTZ 2022, il avait été annoncé par le gouvernement début d'année 2021, début de cette année, qu'il y aurait une modification dans le mode de calcul du prêt à taux zéro, c'est-à-dire que ce mode de calcul ne se ferait plus sur les revenus N-2, mais sur les revenus dits contemporains. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par les revenus contemporains, et nous n'avions pas ces précisions-là. Le gouvernement a estimé que ça allait être compliqué de mettre en place ce prêt à taux zéro à compter du 1er janvier 2022. Donc, cette modification n'est pas inscrite dans la loi de finances 2022 et devrait, a priori, se mettre en place 2023, sous réserve du prochain ou de la prochaine présidente qui pourrait être élue en mai 2022 ou s'il y a continuité. Donc, on va dire que c'est prorogé d'1 an. Si on prend un peu le cas des APL qui sont versés aux locataires, ce qu'on entend par revenus contemporains, ce sont les revenus des 3 derniers mois. Pas si simple que ça à mettre en place quand vous êtes un banquier, parce que ça veut dire qu'il faut que vous puissiez calculer en permanence le revenu fiscal de votre référence de votre client sur les 12 derniers mois lissés de revenus. Donc, ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Le banquier n'est pas un fiscaliste. Quoi qu'il en soit, pour tous les clients qui pourraient bénéficier du prêt à taux zéro pour de l'accession à la propriété, même chose. C'est le moment de leur dire que si vraiment ils sont motivés pour faire une acquisition dans le cadre de leur résidence principale, je rappelle que pour être éligible au prêt à taux zéro, il ne faut pas avoir été propriétaire dans les 2 ans qui précèdent la demande de crédit du prêt à taux zéro. Donc, j'ai très bien pu être propriétaire il y a 5 ans, j'ai revendu pour diverses raisons. Mes revenus font que je suis éligible au prêt à taux zéro, je peux bénéficier du prêt à taux zéro. Ce qui compte, c'est la date de l'émission de l'offre de prêt. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour émettre l'offre de prêt, pour bénéficier du prêt à taux zéro. Même si on acte en 2023, ce n'est pas très grave. Même si le client accepte son offre de prêt en 2023. Donc, gardez juste ça en tête, que pour tous vos clients à l'accession à la propriété, il pourrait y avoir une modification à compter de 2023. C'est bien aussi d'enclencher une prise de décision en 2022. Juste, Sabine, moi, il me semblait qu'effectivement, c'était exclusivement destiné aux primo-accédants. Et toi, tu évoques qu'il ne faut pas qu'il y ait eu d'acquisition dans les 2 années précédentes. Mais si ce n'est pas des primo-accédants, ils y sont quand même éligibles? Aux yeux de la loi, un primo-accédant, c'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa maison principale dans les 2 ans qui précèdent la demande. D'accord. Donc, si j'ai acheté il y a 3 ans, que j'ai revendu, ou il y a 10 ans, j'ai revendu il y a 36 mois, oui, je suis de nouveau considéré effectivement comme étant un primo-accédant. Exactement. D'accord. Et si mon revenu fiscal de référence N-2 respecte les plafonds de ressources imposés par le barème du prêt à taux zéro, alors je peux bénéficier du prêt à taux zéro. D'accord. Bah, tu vois, ça, c'est une découverte pour moi. Merci. Et je peux en parallèle être propriétaire d'investissement locatif. D'investissement locatif, oui, tout à fait. Voilà. Okay. Juste pour une culture générale, sachez que l'éco-prêt à taux zéro, il est donné sans condition de ressources. Donc, tout le monde peut bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro pour faire une rénovation énergétique dans un bâtiment qui peut être de la maison principale ou du locatif. Et que ce plafond d'éco-prêt à taux zéro, donc non lié aux ressources, non lié aux revenus, tout le monde est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Ce plafond a été porté à 50 000 € en 2022. Donc, si vos clients avaient des travaux à économie d'énergie à effectuer sur un bien immobilier, locatif ou pas locatif, c'est le moment de le faire, en clair. Il y a de l'enveloppe. Et juste, on avait, tu sais, à une époque, on avait aussi un dispositif qui s'appelait, en fait, qui était une TVA 10, qui était destiné à ce qu'ils appelaient l'acquisition de logements locatifs intermédiaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe toujours ou pas du tout? Non, ça te parle ça ou pas? Ça n'existe plus. D'accord. Mais on a de la TVA réduite quand on fait des travaux dans l'ancien. Ok, d'accord. Ok. Oui. Ce qui était avant dans le passé n'existe plus et malheureusement a peu de chance d'exister dans le futur. Parce qu'au fur et à mesure, il ne vous a pas échappé que depuis cette crise du Covid, les dépenses étatiques se sont un peu emballées et qu'il va bien falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le Censi-Bouvard connaît encore une prorogation d'1 an. Donc, il aurait dû s'arrêter au 31 décembre 2022. Il y a un mois et demi, il a été annoncé qu'il allait se proroger d'1 an jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, chaque année, il est prorogé d'1 an. Je rappelle que la réduction d'impôt est de 11 ans sur 9 ans.
qu'on peut faire de la TVA récupérable. Le Censi-Bouvard, tout ce qui est location gérée en dehors du tourisme. Le tourisme n'est pas éligible au Censi-Bouvard. Attention juste, c'est qu'on ne peut pas avoir le double avantage. Donc, le Censi-Bouvard, si vous décidez d'opter pour votre client sur une déclaration au réel, il n'y a pas d'amortissement possible en cas de déclaration au réel. La taxe d'habitation, 80% des ménages seront exonérés en 2022. Juste une petite chose, Sabine, je reviens juste sur la TVA réduite parce que j'ai eu des questions. TVA réduite, PTZ, on est d'accord, les deux sont cumulables. On peut tout à fait acheter en TVA réduite et bénéficier du PTZ. Bien sûr, bien sûr. Allez, très bien. C'est vraiment fait pour favoriser l'accession à la propriété, hein, bien sûr. Ça se maintient. Ce dispositif se maintient pour favoriser l'accession à la propriété. Normalement, sauf changement dans la loi de finances 2023, donc qui sera décidé par le prochain ou la prochaine présidente, 100% de la taxe d'habitation devrait être exonérée en 2023. Bon, on verra si c'est maintenu ou pas. Et en 2022, pour les 6 millions de ménages les plus aisés qui continuent à payer une taxe d'habitation, elle devrait encore baisser de 65% sur 2022. Et je crois que j'arrive à peu près à la fin de l'horaire qui m'était imparti. Donc, ça nous laisse du temps pour pouvoir répondre peut-être aux questions que tu as pu lire, Sébastien, ou aux échanges qu'on pourrait avoir ensemble. Alors, pour l'instant, les questions, je les ai traitées au fur et à mesure, donc ce qui est une bonne chose. Je vous laisse réagir pour ceux qui le souhaiteraient pour poser vos questions complémentaires à Sabine. J'aimerais juste que tu reviennes sur le Censi-Bouvard, si ça ne t'embête pas. Bien sûr. Alors, c'est un dispositif, c'est vrai que les gens… alors, soit il y a un désamour pour le Censi-Bouvard, soit il y a des gens qui ne le connaissent pas bien. Ça reste notamment pour… je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans une période actuelle où notamment sur certains, on va dire… sur certains investissements permettant, parce que le problème du Censi-Bouvard, c'est on est dans un contexte un peu différent d'un LMNP en résidence de service traditionnel, puisque l'enjeu, c'est de produire une réduction fiscale quand même. On est d'accord ? On est d'accord. Oui, j'attendais la question. Voilà. Et l'enjeu, c'est aujourd'hui, typiquement, ça peut être pour moi une très bonne alternative pour des gens qui auraient des petites enveloppes effectivement de financement, qui ne pourraient pas effectivement accéder à du financement classique sur un Pinel ou ce genre de choses, et qui permettrait d'avoir… Alors du coup, on voit ton écran, Sabine. Il faut peut-être que tu repartages le support, parce que là, on voit toutes tes fenêtres. On voit la fenêtre. Je vois les fenêtres Otari. Du coup, je suis en train de lire le chat. Tu veux que je repartage l'écran? Hop, je repartage l'écran. Ouais, ta présentation. Ou je désactive le partage d'écran peut-être. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc effectivement, si tu peux… Alors, ouais, non, si tu peux repartager juste ta slide sur le Censi-Bouvard, si ça t'embête pas. Bien sûr. J'en profite pour répondre à Carole qui nous pose la question sur le Censi-Bouvard. La défisque se fait sur le prix TTC ou hors taxe. C'est le hors taxe. Hein. On est d'accord, c'est 300 000 € hors taxe le plafond en Censi-Bouvard, je crois. Oui, tout à fait. Et quel que soit le nombre de lots. Et quel que soit le nombre de lots. Effectivement, voilà. On n'est pas limité, hein, je crois, en Censi-Bouvard. On n'est pas limité. Contrairement au Pinel sur lequel c'est 2 lots par année d'acte. 2 lots par année d'acte. Et livraison, attention. Pardon ? Il faut prendre les deux sujets dans le Pinel aussi. Sur l'acte et livraison, j'ai souvent la question. Oui, bien prendre en compte je vais le préciser. C'est 2 lots maximum par année d'acte dans la limite de 300 000 € et dans la limite de 5 500 € du mètre carré. Concernant l'année de livraison, et c'est une très bonne question parce que ça a changé dans la loi de finances 2020. Ce qu'il est stipulé, c'est qu'on retrouve également l'année de livraison, cette même contrainte du même plafond, c'est-à-dire en clair, on limite à 6 000 € la réduction d'impôt l'année de livraison. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de vendre à un client, de passer un acte, par exemple, aujourd'hui, le 8 décembre, sur un programme qu'il a beaucoup apprécié, de lui acter au 8 décembre un T3 et de lui acter au 2 décembre dans la même résidence un T2 pour aller chercher la niche fiscale pleine de 10 000 € de réduction d'impôt pour tenter que le client n'ait rien fait et d'avoir donc ces 2 lots livrés la même année. Car l'année de livraison, la sanction tombe, on est plafonné aussi à l'année de livraison à ces fameux 6 000 € de réduction d'impôt. Donc en clair, si vous avez un client sur lequel vous auriez 2 lots à faire pour ce client-là, je vous invite fortement, bien sûr, à ne pas choisir la résidence et à être attentif sur les dates de livraison des programmes de vos clients pour que les livraisons se fassent à 2 années fiscales différentes. Concernant la Censi-Bouvard, on n'a pas de nombre de lots contraints.
Donc, si vous avez des lots, et j'en ai vu passer, hein, je pense à un programme, on est à 85 000 euros le lot hors taxe, hein, c'est de la location d'étudiantes, hein, de la résidence gérée d'étudiantes, bah, vous pourriez très bien avoir un client qui vous achète 4 lots, par exemple. Tout à fait. 4 lots. Donc là, il n'y a pas de contrainte en termes de nombre de lots. C'est une acquisition hors taxe. Très souvent, quand même, les promoteurs font ce qu'on appelle un portage de TVA. Alors, juste, il y a une petite subtilité, c'est que le client achète hors taxe, fait donc son financement hors taxe. Par contre, le promoteur fait des appels de fonds TTC. Il ne peut pas faire autrement. Il est obligé d'appeler la TVA. Donc, il appelle la TVA. L'expert comptable qui va suivre le client au fur et à mesure des appels de fonds va demander la récupération de la TVA, ce qui permet de constituer un stock, on va dire, de TVA. Assez souvent, le promoteur impose un expert comptable. Au moins la première année. Au moins la première année. La première année pour ces appels de fonds de TVA, ce qui permet de stocker pour le compte du promoteur cette TVA. Une fois qu'on a utilisé la totalité de l'enveloppe hors taxe du client sur des appels de fonds TTC, on va les piocher pour les derniers appels de fonds dans ce stock de TVA réalisé. Donc oui, pour la première année, le promoteur impose son expert comptable parce que l'expert comptable, les appels de fonds sont faits en même temps, donc il demande pour l'ensemble des propriétaires la récupération de la TVA. Juste, Sabine, concernant le Censi-Bouvard, la logique d'amortissement fonctionne aussi sur le mobilier, hein, on est d'accord? Oui, mais pas sur le bien. On est d'accord. Mais pas sur le bien. Oui, ce qui est logique, puisqu'on bénéficie de la réduction fiscale, donc ce n'est pas tout à fait le même dispositif, on est d'accord. Je vais vous dire, chaque client est un cas particulier. Est-ce que pour ce client-là, c'est un client qui a plutôt une tranche d'imposition élevée et vous voulez faire une diversification de patrimoine? Peut-être que c'est plus judicieux de lui faire un montage au réel pour son investissement de location meublée et de passer les amortissements sur le bien hors foncier. Le foncier ne s'amortit pas, il ne se dépérit jamais. Ou sur ce client-là, sa fiscalité est moins importante et que vous allez chercher à effacer la réduction d'impôt de votre client, auquel cas vous choisissez de lui faire un Censi-Bouvard, soit au micro-BIC pour avoir un abattement automatique de 50% des revenus qu'il va percevoir, soit au réel, si tant est que le client ait plus que 50% de frais à passer, sinon ça ne vaut pas le coup de faire du réel. Donc là, il y a vraiment un calcul à faire et vous choisissez l'une ou l'autre des options. Tout à fait. Tiens, j'en profite. L'autre jour, tu sais, dans le cadre de la formation que nous avions fait ensemble, de mémoire, tu avais dit que sur la partie amortissement d'un meublé, c'est une question qui revient souvent. Ce qu'on lit souvent, c'est qu'il y a des tranches en fait de durée d'amortissement. Par exemple, on sait que là, un appartement, enfin l'immobilier, on peut l'amortir entre 25 et je ne sais plus combien c'est, 25 et 35 ans, etc. Et des fois, j'ai des gens qui me disent, en fait, il existe une durée d'amortissement obligatoire de l'immobilier qui serait de 30 ans. C'est vrai ça ou pas? Non, non, non. C'est entre 25 et 50 ans. Mais j'allais vous dire, ce n'est pas un amortissement linéaire qui est fait. C'est, alors dans le méthode de calcul pour aller simple, oui, si, c'est du linéaire. Mais c'est en fonction des composants du bâtiment. Oui, mais comme du coup, c'est un amortissement par composante qui est difficile de faire, du coup, si on dit, bah tiens, moi je décide de l'amortir sur 30 ou 35 ans, légalement, c'est convenable. Oui, bien sûr. Ok, oui, on est d'accord. Oui. On est d'accord. J'ai Molina qui nous demande s'il y a des nouveautés sur la partie Pinel Outre-mer. Donc oui, il y a des nouveautés sur la partie Pinel Outre-mer, puisque en fait, le Super Pinel, c'est aussi un peu le Super Pinel Outre-mer, puisque en fait, on va avoir la même réduction fiscale qui va s'appliquer aussi. Il y a des nouveaux barèmes qui vont s'appliquer, je crois, Sabine, à partir de 2023 et 2024 sur le Pinel Outre-mer. Tout à fait. Donc voilà, les modifications effectivement se font de la même façon sur le Pinel Outre-mer. Tout à fait. Il est 12h01. C'est incroyable. On commence à être rodé. Parfait, Sabine. Merci pour tout. On reste encore connecté avec Sabine quelques petites minutes, 4-5 minutes, s'il y a des questions, bien sûr. Sinon, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je vous invite chaleureusement, si vous souhaitez découvrir, bien sûr, Otari, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est normal, on est aussi là pour ça. Allez sur le site www.otari.com. Vous pouvez, et ça ne vous engagera à rien, peut-être simplement de découvrir une très belle solution et un nouveau partenaire pour dynamiser votre business. Donc, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas, nous sommes là pour ça.
Merci à tous, c'est très sympa. Merci pour vos messages. On a passé un excellent moment. On a fait pratiquement, ça devait être, on savait que ce sujet serait pertinent parce que c'est très rare d'avoir 80% de présents, d'inscrits et présents, donc ce qui est sympa, ce qui était le cas aujourd'hui. Donc voilà. Oui, replay disponible, bien sûr. On va vous envoyer un replay avec grand plaisir. Stéphane aussi, qui est notre responsable marketing, fera en sorte de vous adresser aussi le support de formation pour que vous puissiez en disposer. Merci à tous. Nous vous souhaitons, pour ceux que nous ne reverrons peut-être pas d'ici la fin de l'année ou auront en ligne, ou auront le plaisir d'avoir en ligne, de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, restez en bonne santé et prenez soin de vous. Sabine, merci. À Merci bientôt. à vous tous. À Passez une bonne bientôt journée, passez de bonnes fêtes. également. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.